Bonjour, aujourd'hui pour cet entretien culturel, je suis au Quartier Latin, devant Crocodisque. Je vais rejoindre Sophie Rosemont qui est journaliste. Elle vient d'écrire une histoire des femmes dans le rock'n'roll. Et parce qu'on parle peu de ces artistes, on va parler histoire du féminisme, des femmes, Riot Girls, punk culture, etc. Suivez-moi. En fait, mon père est très mélomane, donc il y a toujours eu des vinyles chez moi, mais aussi des bandes magnétiques, parce que mon père était DJ dans sa jeunesse, donc il travaillait sur bande qu'il a restaurée récemment et qu'il peut à nouveau écouter, et des CD aussi. Bon, c'est vrai que moi je me suis d'abord acheté des cassettes, ensuite des CD. Mon grand frère aussi était mélomane, donc on écoutait tous de la musique, pas forcément la même. Mon père écoutait beaucoup de blues et de soul, alors que mon frère et moi, très vite, on s'est émancipés, on a écouté davantage de rock and roll et un peu de pop aussi. Donc oui, ça remonte à très loin. Je faisais mine d'aimer Patrick Bruel, sinon j'aurais été beaucoup trop exclue dans la cour de récréation. Mais quand je rentrais chez moi, j'écoutais Jimi Hendrix, les Doors beaucoup, le Velvet Underground, Nico. Je lisais aussi beaucoup, c'est pour ça que lorsque je parlais des disquaires, je parle aussi des libraires. Parce que pour moi, la littérature et la musique ont toujours été très liées. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait très attention au texte également. Il y a quelques années, j'ai ressenti un grand vide, un grand manque dans la représentation et la représentation narrative, notamment, de ces femmes dans le rock'n'roll. Ça arrivait une fois, je lisais un dictionnaire musical et je cherchais une artiste que j'aime beaucoup et qui est assez importante à mes yeux, elle n'y figurait pas. J'étais très étonnée. Ensuite, je reçois un livre sur en gros, le meilleur des critiques musicaux. Il n'y avait qu'une femme. Je me dis, il y a quand même un souci. Et surtout, en fourrageant à droite à gauche, et puis au fil des années, j'avais appris plein de choses sur ces femmes et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de livre, en tout cas en France, qui recensait toutes ces anecdotes, ces histoires, ces destins un peu fous de ces rockeuses qui ont eu autant à prouver, voire beaucoup plus que les hommes, qui ont pris beaucoup plus de risques que des hommes, pour la plupart. Parce que lorsqu'une femme partait faire du rock'n'roll, si ça marchait pas, elle revenait à la maison et on lui disait va te marier et suffit les conneries. Alors qu'un homme, on pouvait peut-être le repositionner quelque part, on allait l'admirer, le trouver génial pour ses folles aventures électriques. Une femme, beaucoup moins. Donc la prise de risque est là, le talent est là aussi. Donc pourquoi en parler moins ? Il me semblait important de les mettre en lumière, montrer qu'elles avaient eu toutes quelque chose à raconter, d'important. Ce qui m'a aussi donné l'idée de ce livre, c'est la rencontre. Rencontrer Patti Smith, rencontrer Marianne Faithfull, rencontrer PJ Harvey, rencontrer Shirley Manson, ça a été vraiment des moments importants et qui m'ont donné envie de parler d'elle encore plus qu'une interview sur une page, une double ou même 4 pages. Finalement, d'inscrire ces interviews sur quelque chose de plus pérenne et qui pouvait enrichir entre guillemets, les portraits que je brosse d'elle dans le livre. Shirley Manson, et c'est pour ça qu'elle fait la préface, c'est une artiste très engagée, très féministe. Donc quand on fait une interview de Shirley Manson, on parle de la musique, mais on parle aussi beaucoup de politique, de la situation des femmes. Donc c'est évidemment passionnant et c'est galvanisant d'avoir affaire à une artiste qui a tant de choses à dire. Donc oui, c'est vrai que ce livre n'est pas sorti complètement de nulle part. Les positionnements de Kathleen Hanna et des Riot Girls, ça m'a énormément influencée et fait partie des pivots de ce livre. C'est-à-dire le fait d'affirmer une fois encore, 30 ans après la soi-disant libération sexuelle, que la femme n'a pas besoin de l'homme pour travailler, pour exister, pour avoir une vie sentimentale et pour aussi faire de la musique, d'autant plus quand c'est du rock'n'roll ou du rap, qui sont des territoires musicaux censés être beaucoup plus masculins que la pop. La femme, on l'aime bien quand elle est derrière un micro avec son petit brushing, sa jolie robe rose, si elle est en trio, alors ça c'est encore mieux, mais quand elle prend sa guitare et qu'elle sort des gros riffs, ça dérange toujours un peu plus, en tout cas ça intrigue, c'est moins considéré comme évident que lorsque c'est un homme, et c'est ça qui n'est pas normal. Et Kathleen Hanna le dit très bien, on a aussi souvent pensé qu'une femme qui faisait du rock, dans les années 60, 70, 80, 90, et pourquoi pas encore récemment, faisait du rock'n'roll pour frayer avec les garçons, soit pour se mesurer à eux, soit pour les approcher, être amoureuse d'eux, avoir une relation avec eux, mais pas du tout. C'est arrivé à l'idée de personne qu'une femme puisse avoir envie de faire du rock'n'roll parce que c'est sa manière de s'exprimer la meilleure. Parce que grâce au rock'n'roll, elle arrive à cracher ce qu'elle a envie de cracher autant qu'un homme. Il y a eu un livre en France qui est sorti en 1980 qui s'appelait Le rock au féminin, qui est vraiment formidable. Depuis, il y a pas eu vraiment grand-chose. Je crois qu'effectivement, il y avait
cette espèce d'obstacle de « mais est-ce qu'elles font vraiment du rock'n'roll ? Est-ce qu'elles sont vraiment si rockeuses ? Est-ce qu'elles sont vraiment si nombreuses ? Est-ce qu'elles sont vraiment si importantes ?» Des artistes comme Lenny Lovitch, Lydia Lunch ou Exene Cervenka ou Gladys Bentley ne sont pas forcément très très connus du grand public. Donc on pouvait penser facilement qu'on pouvait s'en passer, mais ce n'est pas vrai. Et cela étant, le mouvement MeToo, le fait que là on commence à se rendre compte depuis quelques années qu'il faut laisser la parole aux femmes, qu'on a aussi plein de choses à dire et plein de choses à raconter, et qu'on a aussi beaucoup accompli, a aidé sans doute à la naissance de ce livre. Et je tiens à dire que mon éditeur est une éditrice qui s'intéressait de près à la question. J'espère que ça va ouvrir la voie à plein d'autres ouvrages. Sister Rosetta Tharpe, c'est quand même la grand-mère, la mère, la marraine, tout ça à la fois du rock'n'roll, qui dans les années 30 se saisissait déjà de sa guitare électrique. Alors oui, elle a commencé dans le gospel. Assez rapidement, elle a vraiment matiné sa musique d'éco blues, un blues qu'elle a rapidement joué aussi très vite, avec un tempo plus relevé que les bluesman. Et c'était aussi une super performeuse. À la fin des années 60, elle s'est retrouvée en Angleterre dans une tournée avec d'autres bluesman. Elle était déjà assez âgée. Et elle a joué dans une gare désaffectée de Manchester. Cette performance, je la conseille, elle est vraiment incroyable. Et du moment où elle est arrivée, elle a plaqué un accord, elle a commencé à chanter. Tout le public, donc très jeune, plutôt des étudiants anglais, très jeunes, très blancs, complètement étrangers à l'univers de Sister Rosetta Tharpe, sont devenus assez fous. Et quand elle a été enfin intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame, il y a peut-être 2 ou 3 ans, donc il y a quand même trop peu de temps, il y a eu un discours qui a rappelé que si les Beatles et les Stones avaient été influencés par Chuck Berry, lui, avait été influencé par Sister Rosetta Tharpe. C'est elle qui ouvre mon livre. Rosetta Tharpe, elle a su rockiser, si je peux dire, son blues, son gospel. Et ça, tout le monde lui doit un très lourd tribut. Vraiment, tout le monde lui doit ça. Autant des chanteurs et rockers méconnus ou dont la carrière a été très courte, comme je sais pas, Hank Williams, sont plus facilement rentrés dans l'histoire. Autant les femmes, c'est toujours plus compliqué, mais dans l'absolu, pas seulement quand elles sont musiciennes, mais aussi quand elles sont chercheuses. On l'a très bien vu avec Marie Curie, tous les problèmes qu'elle a rencontrés. Donc je crois que c'est juste tout simplement parce que c'était une femme. Ensuite, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'elle était noire, qu'elle était américaine, donc à l'époque, c'était la ségrégation. Ça a eu un impact très important sur sa carrière, sur sa vie, et aussi sur son héritage, sans doute. Beaucoup plus facile de gommer une femme noire qu'un homme blanc. Donc Sister Rosetta Tharpe, malgré son talent et malgré ce qu'elle a essayé, n'a pas fait exception à la règle. Trixie Smith, c'est quand même une carrière très très courte et plus ou moins avortée. Après, elle est restée célèbre parce qu'en 1922, c'est elle qui a, on va dire, inventé le thème rock'n'roll dans un de ses titres, et pas n'importe lequel, mais il est vrai qu'elle n'a pas réussi à percer après. Alors évidemment, il y a eu d'autres femmes comme Bessie Smith qui ont réussi à s'imposer, à avoir du succès, à gagner beaucoup d'argent en faisant des tournées, mais à quel prix? En étant quand même très bagarreuse, en faisant peur un peu à tous ceux qu'elle rencontrait. Il fallait vraiment montrer les dents. Mais lorsqu'on avait juste envie de montrer son talent et pas forcément les dents, on passait très vite à la trappe. PJ Harvey, elle est plus proche de nous en termes temporels. Elle a percé dans les années 90. Ce n'est pas une rockeuse des années 60 ou 70. Ensuite, elle a été très très créatrice, a sorti beaucoup d'albums, dont certains ont été très importants. Elle a à la fois ce côté très radical, très abrupt, et à la fois très sensuel et très sexy. Elle a toujours été engagée. Elle a été féministe, maintenant elle est un peu plus engagée du point de vue politique et social, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas laisser indifférent. En plus, un concert de PJ Harvey, c'est quand même un moment extraordinaire. On n'en sort pas indemne, elle est vraiment au-dessus de tout, au-dessus de la mêlée. Et elle a aussi ce côté qui, je pense, fait rêver pas mal de jeunes filles, c'est sa force. Son autorité naturelle, en studio aussi, elle qui décide de tout. Elle compose tout, elle écrit tout, elle produit, elle est capable de tout et elle le montre et elle l'affirme. Et elle ne laissera jamais marcher sur les pieds. Je crois qu'elle est importante et pour les mélomanes et pour les musiciennes. Celui-ci, il est sorti en 95 et ça a été vraiment très très fort, avec des titres aussi incroyables que To Bring You My Love, Come On Billy, Long Snake Moan, Down by the Water qui a beaucoup passé, qui a un petit côté pop très accrocheur. PJ Harvey est capable de tout, de faire de l'expérimental, de faire du mainstream, de popiser ses chansons et à la fois de rester vraiment elle-même une rockeuse très 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 importante. En 95, oui, moi j'avais 16 ans, j'ai adoré cet album. Qui m'a énormément parlé, elle était tellement libre, à la fois très fine, très fragile et hyper sûre d'elle. Ça m'a énormément impressionnée.
Le concept de sororité est très important dans mon livre, c'est sûr. Toutes ces artistes-là parlent sans aucun problème des autres. Il y a quand même très peu de rivalité. Quand il y en a, c'est vraiment sur des faits très particuliers. Mais sinon, elles se citent, elles s'influencent, elles s'inspirent, elles se soutiennent, elles s'admirent, elles s'aiment, parfois elles se détestent. Mais en tout cas, elles ont une relation toujours admirative et très souvent respectueuse, et elles s'admirent. Saint-Vincent qui cite Kate Bush, Léla Diane cite Joni Mitchell. Les artistes françaises que j'ai fait intervenir sont contemporaines, mais elles ont toutes des artistes féminines dans leur panthéon. Ça ne l'empêche pas d'écouter des artistes masculins, mais il y a toujours une femme qui les a impressionnés, qui leur a donné envie de faire de la musique. C'est ça qui est important. Donc c'est Marianne Faithfull, c'est Debbie Harry, c'est Cass Elliot, c'est Lydia Lunch. Elles ont toutes inspiré des chanteuses qui maintenant sont sur scène. Et même si ça ne s'entend pas spécialement dans leur musique, elles le ressentent très fort au fond d'elles. Et c'est ce qui leur permet en fait d'avancer. Puis elles font aussi, j'y repense, elles font aussi des duos, beaucoup. Il y a eu beaucoup de duos et de collaborations entre ces femmes. Des reprises de toute époque et de tout pays. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça l'est pour plein d'artistes masculins, mais chez les femmes, on le ressent particulièrement. On aime beaucoup ce mythe des femmes qui se crêpent le chignon. Ça, on adore, elles vont se battre avec leurs talons aiguilles, c'est qui sera la plus belle l'une que l'autre. Les musiciennes n'en ont strictement rien à faire. Donc quand PJ Harvey et Björk ont l'occasion de faire Satisfaction ensemble, I can get no satisfaction. Elles saisissent l'occasion évidemment tout de suite. Pourquoi ? Parce que déjà elles font de la musique assez différente, qu'elles s'admirent mutuellement, qu'elles savent très bien qu'elles ont tellement de caractère chacune. Björk, on ne la fait pas, elle fait de la musique depuis quasiment qu'elle est née. Elle a touché à tout. PJ Harvey est multi-instrumentiste, réalisatrice, a beaucoup de cordes à son arc, donc ça peut être qu'explosif. Et elles sont d'autant plus heureuses, je crois, de performer ensemble. À chaque fois, elles reviennent sur une chose importante, c'est qu'elles ont dû davantage batailler que les hommes, davantage prouver que les hommes, en faire parfois même un peu plus pour qu'on les respecte, tout simplement. Et aussi sur le fait qu'elles se sont très solidaires des artistes féminines qui commencent. Les musiciennes un peu plus âgées, de 50-60 ans, montrent souvent beaucoup de bienveillance et d'affection pour les jeunes musiciennes. Elles aiment bien leur donner des conseils, les entourer, les soutenir, parce qu'elles, au début, parfois, elles se sont senties très seules, parfois dévalorisées. Ce sentiment d'être dévalorisée a aussi été très important pour ces artistes-là. Et je crois que ce livre prouve que toutes ces femmes qu'on pense plus souvent dans la rivalité que les hommes, au contraire, sont dans une bienveillance et dans une solidarité et ont envie de faire des choses ensemble. Et les hommes sont peut-être sans doute beaucoup plus dans la compétition que les garçons. Ma voiture est plus rouge et plus grosse que la tienne. Les femmes, pas spécialement. Quelques années après l'explosion du punk, qui a été très bien représenté au féminin par des groupes comme les Slits ou les Raincoats, il y a eu au début des années 90 une vague féministe très importante qui s'est insurgée notamment contre des cliniques qui pratiquaient l'IVG qui étaient attaquées, et puis aussi un ras-le-bol total du patriarcat en place. Et ces femmes souvent faisaient de la musique. Le point nerveux, c'était Olympia dans l'état de Washington, Seattle, Portland. Et toutes ces femmes en fait ont décidé de faire du rock pour exprimer ce qu'elles avaient à dire, tout en exprimant aussi leur amour de la musique. Mais elles étaient toutes extrêmement engagées. Donc Bikini Kill, Bratmobile, Sleater-Kinney, L7, dans une certaine mesure les Breeders, Hall, dans une certaine mesure aussi. Après, qui appartenait vraiment au mouvement, qui n'appartenait pas finalement, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que ça a ouvert la voie à des rockeuses féministes qui n'ont pas eu peur de l'être et qui ont pris des décisions importantes, comme Bikini Kill, qui avec son fameux Girls to the Front, qui a demandé aux filles de se mettre au premier rang pour ne pas se faire emmerder par les hommes en concert, et qui sont énormément prononcées, qui ont protesté contre les violences faites aux femmes. Ça, c'était extrêmement important. Et là-dessus, beaucoup de femmes musiciennes ont pu se sentir le droit de s'exprimer là-dessus. En parallèle, il y avait évidemment PJ Harvey, il y avait Liz Phair, mais même maintenant, des Courtney Barnett et Anna Calvi considèrent que les Hot Girls ont été très importantes pour elles et pour leur apprentissage. L'évolution de la rockeuse va avec l'évolution de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas spécialement plus facile qu'avant, mais c'est en tout cas plus accessible. Déjà, il y a plus de modèles.
Donc les femmes ont plus facilement envie, plus facilement le courage, ou même plus facilement l'idée de se dire tiens, moi aussi j'ai envie de prendre ma guitare et de partir sur la route. D'une part. Ensuite, tout ce qui a pu sortir de sous le tapis ces dernières années font que peut-être certains producteurs, certains techniciens, certains directeurs de salles feront un peu plus attention avant de se moquer ou voire d'agresser les artistes féminines. Maintenant, encore il y a peu, je discutais avec Wise Blood, qui est une musicienne américaine de très haut talent et qui m'expliquait qu'il y a encore 2 ou 3 ans, quand elle tournait, elle avait tourné avec un musicien qui voulait absolument coucher avec elle et que c'était assez insupportable et qu'elle avait dû quand même prouver qu'elle était là et qu'elle n'était pas là uniquement pour faire plaisir aux hommes autour d'elle. Et très vite, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais il y a encore maintenant des dérapages. Je pense qu'il y en a de moins en moins et qu'il y en aura de moins en moins. Les mentalités évoluent et ça évolue aussi dans la musique. Mais je pense que pour une femme, il y aura toujours un peu plus de preuves à faire dans le rock ou dans le rap que dans la pop, qui est une musique plus axée sur la séduction, on va dire. Et tant mieux, moi j'adore la pop, mais il est vrai que le rock'n'roll ou les hip-hop sont des musiques un peu plus radicales, donc qui dit plus radical dit étrangement, dans l'inconscient collectif, plus masculin. Dans l'inconscient collectif, la groupie est une femme, parce que la groupie, c'est un mot féminin, c'est pas un mot masculin. Donc quand une journaliste femme veut interviewer des groupes, on pense forcément à cette espèce d'image un peu stupide de la groupie, de celle qui veut avoir une relation avec un musicien ou qui a juste envie de se faire mousser avec des paillettes, sauf que déjà, l'homme aussi peut être une groupie, de prime abord, et deuxièmement, la femme peut avoir autant de choses à dire et à écrire que les hommes. C'est peut-être cette peur aussi d'être mal considérée, ou aussi parce que comme dans n'importe quel métier, une femme a plus à prouver qu'un homme, qui a moins de critiques féminins que masculins, car je suis persuadée que les femmes sont aussi mélomanes que les hommes, et ont tout autant envie d'écrire qu'eux. Mon objectif de vie, là, c'est Yoko Ono. Et elle n'est plus toute jeune, donc j'espère avoir la chance un jour de la rencontrer ou même de lui parler 3 minutes au téléphone, ce serait merveilleux. C'est une femme dont j'admire énormément le parcours artistique et personnel, qui a énormément apporté et qui a été en but à de nombreuses critiques. Lorsqu'elle était en couple avec John Lennon, elle a vraiment entendu des choses atroces et qui étaient extrêmement injustes. C'est quelqu'un qui n'avait rien à prouver du point de vue artistique, qui était déjà reconnu dans l'art contemporain et conceptuel au moment de sa rencontre avec les Beatles, et qui musicalement a aussi apporté des choses très intéressantes. Elle a un très beau corpus et elle reste toujours très engagée. Elle veille à la mémoire de son ex-époux, mais qui n'était pas spécialement son mentor. Ils se sont influencés l'un et l'autre. On a récemment reconnu l'importance de Yoko Ono dans les textes d'Imagine, et ça c'était un pas très important, parce que qui connaît Yoko Ono et ses œuvres savent que Imagine All the People, ce genre de petit mantra, c'est typiquement elle. Donc oui, Yoko Ono, j'aimerais vraiment, vraiment la rencontrer. Yoko, si tu m'entends, je suis là. Dans le rock'n'roll, il y a les Slits, donc un groupe de punk qui était très influencé par le dub et les mélodies africaines. Fin des années 70, début des années 80. Et Lydia Lunch, qui dès la fin des années 70, années 80, mais plutôt à New York, a travaillé plein de formes différentes, le spoken word, mais aussi pas mal le punk, qui maintenant reste très active, une personnalité très, très engagée. Évidemment, il y a des icônes comme Patti Smith. Donc, alors, Patti Smith, cette magnifique photo signée Robert Mapplethorpe. Donc on connaît tous un peu sa vie maintenant, mais elle travaillait vraiment un rock'n'roll un peu bluesy, très très littéraire, très poétique. Dans mon livre, il y a Joni Mitchell, ce qui a pu en étonner certains. Et moi-même, ça m'étonne que ça puisse en étonner qu'elle a touché à beaucoup de genres, le folk, le rock, le jazz, bien sûr, qu'elle a expérimenté beaucoup de choses, que c'était une formidable guitariste. Et la guitare n'est jamais très loin du rock'n'roll, on le sait. Et là, c'est une pochette de Clouds, un de ses très beaux albums, et celle qui a signé l'autoportrait en peinture. Dans un registre un peu plus à la fois disco, à la fois punk, une espèce de mixture qui a été très, très, très suivie à l'époque, un énorme tube, Blondie, donc avec la chanteuse Debbie Harry, qui était tellement charismatique que les membres du groupe portaient un t-shirt Blondie is the group. Et qui ont fait une musique vraiment absolument à la fois très pop et à la fois très rock'n'roll. Je pense que c'est important de montrer toujours les Runaways, qui donc étaient un groupe féminin plus ou moins conçu de toutes pièces par un producteur californien, Kim Fowley, qui d'ailleurs en aurait agressé sexuellement certaines d'entre elles. Parfois, il y a des histoires très très sombres dans le rock'n'roll.
Et c'est un disque qui représente un live au Japon où elles ont été accueillies comme des déesses. Ça a été les pires excès de toute leur tournée et Dieu sait qu'il y en a eu. Elles étaient très jeunes, elles avaient entre 14 et 17 ans, c'était vraiment des enfants. Et s'y allait fort dans les riffs et dans les rythmiques. Et Joan Jett, voilà, qui a fait son solo plus tard tout seul, c'est elle qui a brillé toute seule par elle-même, et notamment avec un titre qui s'appelait Bad Reputation, où elle expliquait qu'elle n'en avait absolument rien à faire de sa réputation, qu'elle a réussi à sortir toute seule, mais après beaucoup de refus. Regardez-moi ce look de toute beauté. Voilà, elle ne choisissait pas, hélas, forcément comment elle voulait s'habiller. Joan Jett a été plutôt t-shirt blanc, cuir noir, très androgyne, un look qu'elle a pu après adopter tranquillement. Mais comme certains groupes féminins, il y avait un homme derrière qui tenait les cordes, mais ce qui n'a pas du tout été le cas pour les Slits, ou les Redcoats, ou les Breeders, les L7, les Savages. Les Slits étaient très indépendants, très jeunes aussi, et extrêmement cultivés. Il ne faut surtout pas oublier Joan Baez, très engagée. Il y a un chapitre dans mon livre sur les femmes qui se sont élevées contre le patriarcat, le racisme, les guerres. Et Joan Baez, c'est la reine du folk engagé. Un titre qui me donne en tout cas envie de danser ou envie de bouger, c'est Rockstar de Hall. Ou même Violet, le premier titre de cet album Last Through This. Pour moi, c'est vraiment les titres, comme dans le film avec Liv Tyler, Sleeping Beauty, où elle chante et elle est dans une chambre avec des écouteurs et elle saute dans tous les sens. Bah, c'était vraiment ça quand j'écoutais Hall. Il y a deux voix qui me touchent beaucoup, c'est celle de Nico et celle de Karen Dalton. Karen Dalton n'écrivait pas ses chansons, elle estimait qu'elle n'aurait pas le bon talent pour le faire, à tort sans doute, mais c'est quelqu'un qui, quand elle reprenait les autres artistes, elle les transcendait, elle leur donnait une émotion vraiment qui, moi, me touche à chaque fois. Et puis il y a Nico, la voix caverneuse de Nico, que j'ai découverte avec le Velvet Underground, et qui reste pour moi très impressionnante. In what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Elle habite vraiment ses chansons et oui, ce sont deux voix qui peuvent souvent me bouleverser, même si finalement toutes les voix de ce livre, il y en a quand même près de 140, me touchent toutes à leur manière, selon les périodes, selon les chansons, selon les rythmes. Et toutes ces voix me parlent et m'accompagnent et m'ont accompagnée et continueront, je pense, à m'accompagner longtemps. Si tout se passe bien, j'espère me consacrer toujours à la musique et aux femmes dans des prochains volets, notamment un qui traitera des femmes à la fois du soul, de la R&B, du hip-hop et du jazz, et un sans doute qui sera consacré à la pop dans ses grandes largeurs. Il y a encore énormément de choses à dire. Évidemment, j'ai dû faire des choix pour ce livre, des choix parfois douloureux, dus à une place, et sachant qu'à la base, il aurait dû être beaucoup plus court, mais j'ai vraiment outrepassé largement les limites fixées à l'origine. Et voilà, c'est une histoire passionnante et qui n'en finit pas. Et puis, pourquoi pas écrire un Girls Rock 2 dans quelques années. Tout est possible.